l'Allier, en collaboration avec l'Université Laval, la radio CKRL-FM et Le Devoir, présente la conférence La francophonie, pour qui, pourquoi. Bonjour, mon nom est Benoît-Luc Simard et je suis le directeur de la chaire publique de l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Nos invités d'aujourd'hui sont M. Simon Boivin, journaliste parlementaire au journal Le Soleil, M. Coran Doillon, président du Conseil de la langue française, Mme Fatima Diatouré, directrice de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, et M. Jean-Louis Roy, président du Conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Merci et bon débat. Alors, le premier invité est M. Simon Boivin, qui est journaliste au journal Le Soleil, courriériste parlementaire à l'Assemblée nationale depuis maintenant 5 ans. M. Boivin est également bachelier de l'Université Laval. Il a fait ses études en sciences politiques. Merci tout le monde d'être là. Merci à la chaire publique pour l'invitation. D'entrée de jeu, je vous souligne qu'effectivement, je ne suis pas un grand expert en francophonie. Les connaissances que j'en ai me viennent de la couverture des 2 sommets que j'ai eu la chance de pouvoir couvrir, celui de Bucarest en 2006 et celui de Québec cette année. On m'a demandé de venir présenter un point de vue critique de la francophonie. C'est ce que je vais faire. Ça me fait plaisir de briser la glace et de faire en sorte que peut-être mes co-panélistes pourront peut-être nuancer un certain nombre de choses que je pourrais dire. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous citer un politologue de l'UQAM, M. Marc Chevrier, et vous donner son opinion sur la francophonie. Il dit « Cette diplomatie francophone ne pèse pas lourd dans la balance, elle ne décide de rien, déploie des moyens limités, s'élargit en continu à de nouveaux États membres en diluant ses objectifs dans la poursuite de trop vastes résolutions. » Il est assez critique. Il fait peut-être abstraction d'un certain nombre d'outils que se donne la francophonie et qui sont, à mon sens, très efficaces. Ceci étant, ces critiques trouvent leur source dans certains problèmes réels et c'est de ceux-là dont je souhaite vous entretenir. À mon sens, la francophonie souffre d'un certain nombre de déficits qui, en quelque sorte, minent sa crédibilité. Je pense à un déficit au niveau de son image, un déficit au niveau de la cohérence de son membership et un déficit au niveau de ses moyens. Dans un premier temps, au niveau de l'image, l'organisation elle-même déplore le fait que ses actions ne sont pas très connues, que l'ensemble des outils dont elle peut se servir pour faire un certain nombre de choses, pour essayer de remplir son mandat, ne sont pas connus. C'est effectivement le cas et en ce sens, il faut noter que le Sommet de Québec a été ce que je considère être une occasion ratée de se faire mieux connaître. Pourquoi? Dans un premier temps, en tant que journaliste, vous avez peut-être vu dans les médias, dans différents articles ou reportages, à quel point les journalistes ont été laissés à l'écart des discussions qui ont eu lieu à huis clos dans un autre lieu physique entre les chefs d'État et de gouvernement. On comprend très bien que des chefs d'État et de gouvernement peuvent vouloir avoir des réunions à huis clos pour se sentir libres de dire ce qu'ils ont vraiment derrière la tête sans en souffrir les conséquences le lendemain dans leurs médias nationaux. Ceci étant, si je peux comparer au sommet de Bucarest, lorsqu'on était en Roumanie, à ce moment-là, il y avait les discussions à huis clos, mais à la suite des discussions, on pouvait aller accrocher les chefs d'État et leur demander qu'en est-il, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi il y a été discussion, de quoi il y a été question, est-ce qu'il y a eu des accrochages. À Québec, ça n'a pas été le cas. On était 700 ou 800 journalistes stationnés dans une salle remplie de journalistes et les procédures pour avoir accès aux délégations étaient assez fastidieuses. Il fallait s'inscrire, demander une entrevue, passer par la délégation, attendre qu'elle nous rappelle et ensuite de ça se référer à un agent de la GRC qui nous permettait de nous rendre à la personne en question. Anecdote, c'était pas facile. À un certain moment donné, j'ai demandé une entrevue avec le sénateur Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre français, lequel était tout à fait enclin à m'accorder une entrevue. Et on me donne rendez-vous dans le hall de l'hôtel Hilton.
je m'y rends par moi-même. Et là, derrière la porte, il y avait M. Raffarin tout à fait disposé à me parler. De l'autre côté, il y avait moi tout à fait disposé à recueillir ses commentaires. Et entre les deux, il y avait un agent de la GRC qui disait « Pas question, c'est pas comme ça que ça marche, il faut que vous passiez par tel endroit, tel endroit. » Donc, il y avait une procédurite. Et de tout ça, je pense que l'organisation et le sommet ont pu souffrir justement du fait que les journalistes n'ont pas pu rapporter les enjeux autant que ça aurait pu être fait si on nous avait informés au-delà des grandes lignes de ce dont il était question, si on avait pu aller leur parler et vous retransmettre ce genre d'informations-là et participer à mieux faire connaître peut-être la francophonie, ce qu'elle fait et ce dont elle discute, ce à quoi elle sert. Le sommet a aussi été c'est fait un peu dans un cadre isolé. Vous avez peut-être vu toute la sécurité qui entourait ça. C'est normal, il y a des chefs d'État. Maintenant, la colline parlementaire était devenue un peu un village fantôme. La population n'a pas du tout été associée à ce sommet-là. Je sais qu'il y a parfois un événement que l'Organisation internationale met sur pied pour que les plus festifs, pour que les gens puissent être associés. Mais là, à Québec, contrairement à Bucarest, où il y avait eu effectivement une espèce de spectacle réunissant des artistes francophones de là-bas, où la population a pu aller, et par le fait même s'intéresser un peu à pourquoi ce spectacle-là a lieu, et donc peut-être en savoir un peu plus sur l'organisation elle-même. Donc, en ce sens, je considère que ça a été une occasion ratée. Autre critique souvent émise à l'endroit de la francophonie, c'est un certain manque de cohérence au niveau de son membership. Vous savez que ce qui est le ciment de l'organisation, son socle, sa raison d'être, c'est la langue française. Maintenant, au fil des années, ont été acceptés au sein de l'organisation des pays dont le caractère francophone est certainement discutable. On peut penser à des pays comme la Lituanie, la Grèce. Il y a plusieurs pays où on se demande, la communauté francophone, à quel point elle est vraiment vivante. Ce faisant, à partir du moment où on gonfle nos rangs avec des membres qui répondent plus ou moins à la raison d'être de l'organisation, ça peut poser un certain nombre de problèmes de crédibilité. Monsieur Diouf, en 2006, avait noté déjà le problème et avait mis sur pied ce qu'on appelle un vade-mecum, une espèce d'aide-mémoire pour rappeler aux pays membres que lorsqu'ils sont dans des forums internationaux et que leur langue officielle n'est pas utilisée, qu'ils utilisent le français en remplacement. Et déjà en 2006, ils sentaient l'obligation de le rappeler à certains États qu'il fallait qu'ils le fassent. Et cette année, c'est à nouveau senti obligé de donner un autre coup de baguette sur les doigts en disant, bien, on va essayer de faire un pacte linguistique, là, parce que vous avez des progrès à faire. On va essayer de passer un pacte qui va faire en sorte que vous allez vous engager auprès de moi à faire un certain nombre de choses pour faire progresser la francophonie chez vous et qui, en bout de ligne, dont je pourrais mesurer les résultats. Il avait même aussi envoyé des émissaires dans certains pays où il y avait certains questionnements. Quand on lit la Déclaration de Québec, la volonté de M. Diouf a été considérablement diluée parce que dans la résolution sur la langue française, le secrétaire général, M. Diouf, a obtenu le mandat d'entamer des démarches visant à conclure certains pactes linguistiques avec certains pays, mais seulement avec ceux qui le souhaitent. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose de coercitif là-dedans. Et si le passé est garant de l'avenir, on peut se questionner sur les progrès effectifs qui vont être faits. L'autre problème de cohérence qui est souvent noté, c'est celui, vous savez que dans l'Organisation de la francophonie, il y a un mandat, notamment de promouvoir la démocratie, de promouvoir l'état de droit, la paix dans le monde. Et il y a des pays qui font partie de l'organisation qui sont loin d'être exemplaires en la matière. Juste avant le vendredi de l'ouverture du sommet, Amnesty International a sorti un rapport qui comporte plusieurs pays, notamment le Canada pour certaines choses, mais où les droits humains sont à une assez grande échelle pas respectés et
où on peut lire un certain nombre de trucs qui se passent qui sont pas vraiment très chics. Et ça a tendance à nuire à la crédibilité de l'organisation de la francophonie, par exemple. Quand on note que cette année, oui, la Mauritanie a été suspendue, n'a pas pu assister au sommet parce que, en raison d'un coup d'État de la junte militaire l'été dernier. On peut se rappeler qu'au Tchad, le président du Tchad, qui était invité cette année, est président depuis 1990, M. Déby, et c'est a lui-même accédé au pouvoir de la même façon, c'est-à-dire par un coup d'État. Donc, c'est un autre élément qui rend la tâche plus difficile à la francophonie lorsqu'elle peut chercher à se poser en défenseur de la moralité de certaines choses, quand dans ses membres, il y a des gens qui trahissent ses propres idéaux. Et on dit, ce qu'on entend souvent, la réplique, c'est on est mieux de le faire, de les avoir au sein de notre organisation. Comme ça, on peut mieux aller les convaincre. On a plus d'occasions d'aller les convaincre des bienfaits d'installer un système démocratique. Il n'en demeure pas moins que je considère que sur le plan de l'image, ça fait mal à la francophonie. Autrement, au niveau des moyens, on peut certainement dire qu'il y a plusieurs outils très intéressants de la francophonie qui agissent efficacement et qui obtiennent des résultats tangibles, mais on peut pas dire qu'ils soient assez bien financés. Ils pourraient faire beaucoup plus. Sauf erreur, le budget de la francophonie était de 80 millions d'euros, c'est ce que j'ai lu dans les papiers officiels. Donc, ça fait de plus en plus de dollars canadiens si ça continue à diminuer comme ça. Mais une fois que TV5 est passé, que l'agence universitaire, que l'Institut de l'énergie... Ce que je lisais dans un article où M. Duhem intervient, c'est qu'il y avait quelque chose comme 6 millions en programme. Et on comparait ça dans l'article en question aux 225 millions du Commonwealth. Et ça m'apparaît très peu. Ceci étant, les sommes qui sont entre les mains des acteurs sont bien utilisées efficacement et il y a des résultats tangibles qui sont observables, mais ils pourraient faire beaucoup plus, évidemment, avec plus de sous. Par ailleurs, je me questionne sur l'organisation de la francophonie comme force politique. Autant M. Charest que M. Diouf en ont parlé lors du sommet, et ils cherchent à faire de l'organisation une force politique intéressante. M. Diouf m'a rappelé qu'il y a l'équivalent du tiers des pays sur la planète qui font partie de l'organisation et que donc on représente le tiers de l'humanité, que ça a un poids politique important. Il en demeure pas moins que quand on regarde, disons, en termes de PIB, les 25 pays les plus pauvres en font aussi partie, ce qui, dans la balance, c'est toujours dommage à évoquer, mais a un certain poids. Notez le passage éclair de M. Sarkozy à l'Organisation de la francophonie, qui justifiait même son passage éclair en disant que certains de ses propres conseillers lui conseillaient de ne pas venir en ces temps de crise. Ce qui donne une certaine indication sur la valeur qu'eux-mêmes accordent à l'importance de cette organisation-là. Et tout président, qu'il soit des États-Unis, M. Bush, M. Sarkozy a préféré aller en rencontrer un seul plutôt que de continuer à discuter avec 66 autres. Donc, ça donne l'impression que comme force politique, quand M. Chevrier dit que cette diplomatie française ne décide de rien, il n'y a peut-être pas tout à fait tort à certains égards. Et je vous noterai aussi que, dans le sommet, il a été très question de la crise économique. Dans la nouvelle formule dont on a doté le sommet, on le veut plus dynamique. Il y a plus de sujets qui ont été abordés et le voulant plus dynamique, on a décidé d'aborder un sujet préoccupant au niveau planétaire, c'est celui de l'économie, et plusieurs ont reproché que le sujet a occulté bon nombre d'autres problématiques qui sont peut-être plus urgentes au niveau des pays, notamment de l'Afrique, la crise alimentaire, par exemple. Et à cet égard-là, on peut se poser des questions, justement, quand la francophonie finit par
adopté dans sa déclaration finale sur la question de la crise économique presque seulement l'idée d'appuyer la tenue d'un autre sommet international où se déroulera un certain nombre d'autres discussions avec d'autres pays. On peut se demander s'il n'y a pas là eu aussi une occasion manquée de prendre les préoccupations de pays du Sud et de les porter dans certaines instances internationales, notamment à l'ONU. Et ça faisait dire à un journaliste, parce qu'on en a côtoyé beaucoup là-bas, vous imaginez, on était dans une salle et on avait accès juste aux journalistes, alors on parlait aux journalistes. Et il y avait un journaliste africain qui me disait, qui a dit à un collègue, qui a écrit dans un article que c'est le sommet des pays rassasiés. C'est-à-dire, on parle de la crise économique, mais chez nous, les préoccupations, à l'origine, oui, ça va venir, mais les préoccupations, quand on a faim, qu'on n'a pas mangé à notre faim tous les jours, ne sont pas nécessairement celles des pays occidentaux. Et on parlait du sommet des pays rassasiés. Il y a aussi un ministre des Affaires étrangères africain qui m'a souligné que, bon, il y avait la question de l'environnement. Évidemment, c'est important pour ces gens-là, mais il disait, on nous dit de faire plus d'efforts, alors que les grands pollueurs, c'est pas nous. Et ce qu'on nous dit de nous faire, c'est nous adapter au changement. Et ça, c'est de l'infrastructure et ça coûte très cher. Alors, ils trouvaient que leurs préoccupations étaient avaient un écho plus ou moins important dans les discussions. Je terminerai simplement en vous disant que c'est assez étonnant quand les fonctionnaires du ministère du gouvernement du Québec nous disent que la déclaration finale était rédigée à peu près 95% à l'avance auprès des pays, avant même la tenue du sommet, de constater que M. Diouf, en fin de parcours, dit qu'il a fallu des miracles pour en arriver à ratifier une déclaration commune et que c'est la magie de Québec qui a opéré chez les dirigeants. Peut-être que ça donne à penser que la francophonie pourrait poursuivre ses efforts pour recentrer ses discours sur ses priorités. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Boivin. Nous allons maintenant céder la parole à Mme Fatimata Diatouré, qui est directrice de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie et également la porte-parole officielle de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, je vous laisse donc la parole, Mme Touré. Merci. Merci, M. Simard. Je remercie la chaire des étudiants qui nous a permis de venir parler justement de la francophonie juste après ce sommet. Je pense que c'est une opportunité à saisir et je voudrais dire que c'est aussi une occasion de rendre un peu plus visible ce qu'on fait au sein de la francophonie. Vous avez l'Organisation internationale de la francophonie qui est basée à Paris et vous avez autour de cette organisation des opérateurs, donc l'AUF, l'Agence universitaire francophone de la francophonie, vous avez l'Association internationale des maires francophones, vous avez l'Assemblée des parlementaires francophones, TV5, qui constitue avec l'OIF l'ensemble de ce que nous pourrons appeler la francophonie qui agit dans cette diplomatie francophone dont on essaie de minimiser l'impact parce que je me dis quand même, depuis 1970, il y a cette initiative d'avoir un regroupement, une communauté francophone qui agit tant bien que mal sur la scène internationale, en termes de diplomatie aussi. On pourrait lui reprocher beaucoup de choses, comme ce que vient de faire notre ami Boisvert dans son appréciation critique. Mais je voudrais aussi qu'on puisse nuancer un peu, savoir que l'OIF n'est pas un bailleur de fonds. Donc l'OIF n'a pas pour tâche de régler tous ces problèmes qu'on a soulevés ici concernant
les questions d'alimentation, les questions d'économie, les questions de diplomatie, certainement. L'OIF se veut aujourd'hui une force politique. Et je pense que dans cette dynamique-là, elle est en train de travailler à avoir non seulement les francophones, mais aussi les francophiles. C'est un choix qui a été fait d'accepter des pays dont la langue officielle n'est pas le français dans cette association. Mais je pense que ce n'est pas non plus une mauvaise chose de vouloir travailler à la promotion de la francophonie à travers des pays qui volontairement sont francophiles certainement et ont voulu participer à cette valorisation de cette culture francophone. Donc, je pense qu'il est utile de préciser cela et que nous sommes dans une mondialisation où on a besoin justement de faire valoir cette diversité, qu'elle soit linguistique, culturelle ou économique, qui existe au niveau mondial, pour qu'on puisse avoir une mondialisation mieux maîtrisée, mieux régulée et mieux conscient des intérêts que compose l'ensemble de la communauté internationale. Et je pense que c'est une des missions de la francophonie d'agir dans ce sens-là. Et pour cela, elle s'est dotée. Nous avons au niveau de l'OIF 4 directions qui ont été mises en place. Une direction qui s'occupe de langue et de culture, donc on en reparlera plus tard si c'est utile. Une délégation à la démocratie, droits de l'homme et paix, qui ont été, dont quelques-uns des manquements ont été évoqués par M. Boisvert. Une direction qui s'occupe aussi d'éducation et de formation. Vous pensez certainement que c'est fondamental parce qu'il l'a dit. La plupart des pays qui composent justement cette organisation internationale de la francophonie sont des pays en développement. Donc, l'importance de l'éducation et de la formation. Vous avez une direction de la solidarité et du développement durable. Et ces directions, aujourd'hui, travaillent sur une planification quadriennale qui a été mise en place après la rencontre de Ouagadougou. Le 12e sommet de Ouagadougou a travaillé sur une thématique qui était la coopération solidaire pour un développement durable. Vous savez que régulièrement, les sommets de la francophonie travaillent autour d'une thématique. Le sommet de Québec, ce 12e sommet, a été élaboré autour de plusieurs thématiques parce que c'était une démarche nouvelle qui a été expérimentée. Nous avons eu le français, nous avons eu les questions de démocratie et de droits humains, nous avons eu les questions de l'environnement. Et il faut signaler aussi une certaine nouveauté dans la méthodologie d'approche qui a été les tables rondes qu'ont eu à animer les chefs d'État. Et je pense que ça, ce sont des choses intéressantes pour les experts qui travaillent sur ces questions-là, d'avoir des chefs d'État qui s'expriment de façon beaucoup plus interactive sur des questions qui sont des priorités aujourd'hui, des questions émergentes, prioritaires dans le devenir de leur pays. Les questions d'environnement, d'énergie, de développement durable, aujourd'hui sont fondamentales parce que quand on parle de crise économique, quand on parle de crise alimentaire, inévitablement, on serait obligé de les ramener aux questions des ressources de l'environnement, de voir comment on devrait gérer et exploiter ces ressources de l'environnement pour que ces ressources puissent produire ce qu'on en attend et aussi satisfaire la demande des populations parce qu'on ne protège pas ces ressources pour les beaux yeux de la nature, c'est pour ces populations. Pour en revenir donc toujours à la francophonie, nous avons ce regroupement institutionnel autour de l'OIF et nous avons autour toute cette expertise composée d'opérateurs qui travaillent en synergie, en collaboration avec les directions techniques de l'OIF. Et
c'est dommage, je ne sais pas, mais nous, dans la revue de presse qu'on a eue, je pense qu'il y a certainement des avis partagés, mais globalement, les comptes rendus dans la presse ont eu quand même à faire le point sur les questions qui ont été discutées lors de ce sommet. Que ce soit les questions qui ont été élaborées dans le cadre des tables rondes qui ont fait l'objet de comptes rendus, que ce soit aussi les questions concernant les thématiques de démocratie, de droits humains, que ce soit aussi les questions de langue française. Je pense qu'il y a eu des restitutions dans la presse. Probablement, certains journalistes peuvent être restés sur leurs faits, mais je pense que globalement, quand même, il y a eu des restitutions. Et ce que je voudrais dire concernant l'appréciation qu'on fait de cette diplomatie francophone, elle existe et elle est importante, je pense. Elle pèse quand même pour environ 12,6% en termes économiques sur la scène mondiale. Et en termes d'échanges commerciaux, il y a environ 19 à 20% d'échanges commerciaux qui se font dans l'espace francophone. Et cet espace francophone a aujourd'hui environ 800 millions de population, donc francophiles et francophones confondus, avec effectivement 200 millions qui sont certainement des locuteurs en français. Mais je pense qu'en voulant en faire une force politique, la porte ne peut pas être fermée. Si la valorisation, la promotion du français devient un intérêt pour un pays, je pense qu'effectivement, on a le droit, la francophonie a le droit de s'ouvrir à ce pays et de voir comment avancer avec ce pays. On parle de Vademecum et de pacte linguistique. N'oubliez pas que nous sommes avec des pays souverains dans une organisation intergouvernementale. Et je pense que quand cette présentation de M. le secrétaire général a été faite lors du sommet, il y a eu automatiquement des réactions très positives. Des pays même qui se sont offerts pour aller automatiquement en pacte linguistique, parce que le pacte linguistique n'est rien d'autre que comment renforcer l'utilisation, la connaissance du français dans ces pays-là. Donc je pense que les choses sont en train d'avancer. C'est vrai, on peut être pressé et vouloir que la francophonie joue son... C'est d'ailleurs noble qu'on veuille que la francophonie soit aussi puissante qu'on l'espère. Et donc, on peut être un peu resté sur sa faim quand on voit comment une langue d'ailleurs prend le dessus au niveau des négociations internationales, quand bien même que dans cet espace-là, toujours, vous avez une démarche plurilinguiste qui est en train d'être défendue par tous ces pays, toutes ces communautés qui ont des langues plus ou moins internationales qui doivent être parlées au sein de ces enceintes-là. Il y a justement un grand débat qui est en train de se mener et aujourd'hui la francophonie, avec d'autres communautés linguistiques, travaille justement à la promotion de ce plurilinguisme au niveau du système aussi bien international que des Nations Unies pour ce qui est de l'utilisation du français. Donc je voudrais simplement dire, pour terminer, que pour ce qui est de l'institut que nous dirigeons et qui est basé ici à Québec, il y a... C'est vrai, on l'a dit, notre tâche, c'est de renforcer les capacités, de former. Vous n'ignorez pas que dans ce domaine-là aussi, il y a beaucoup à faire en termes de formation et de renforcement des capacités. Les pays sont des pays en développement. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays, vous parlez de changement climatique et d'adaptation? Je pense que oui. Il faudrait justement que des politiques d'adaptation aux impacts négatifs de ce changement climatique puissent être conçues, élaborées et mise en œuvre par ces pays-là, parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de faire les mêmes erreurs qu'ont fait les pays développés en termes d'utilisation énergétique ou d'utilisation anarchique de ces ressources de l'environnement qui créent aujourd'hui des problèmes au monde entier. Je ne parlais même pas de l'environnement, mais à la population.
Donc, les programmes, et ces programmes d'adaptation au changement climatique sont des programmes qui ont été acceptés par la communauté internationale au niveau de ces conventions. Donc, vous avez la Convention sur les changements climatiques, vous avez le protocole de Kyoto, et vous avez aujourd'hui ces différentes conventions qui sont là et qui concourent justement à voir comment aujourd'hui, que ce soit les pays en développement, que ce soit les pays développés, comment on devrait réguler justement cette utilisation anarchique qu'on a aujourd'hui de l'énergie. Et je pense que tout le monde en est conscient et on est en train de vivre des catastrophes qui ont été activées justement par cette utilisation anarchique. Et il y a pas mal de programmes qui sont développés. Aujourd'hui, nous avons, je pense que le compte-rendu est sorti concernant les tables rondes et vous avez vu ce sur quoi les chefs d'État ont mis l'accent. C'est valoriser cette expertise francophone qui existe au niveau de l'espace francophone et aussi essayer d'avoir une position francophone sur des questions sur lesquelles les pays francophones peuvent, comme par exemple le transfert de technologies, ces adaptations aux impacts négatifs des changements climatiques. Il y a d'autres questions sur lesquelles on pourrait revenir lors des débats, mais je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, la francophonie est en train de se porter mieux et au fur et à mesure, en termes de visibilité, je pense que le sommet de Québec a été un sommet qui a permis de sortir la francophonie sur le plan de la communication, parce qu'il y a eu beaucoup de communication autour du sommet, autour du processus du sommet. C'est vrai que ce n'est jamais assez et on est bien content qu'il y ait des journalistes qui pensent que ce n'est pas assez et qu'il faut en faire beaucoup plus. Cela veut dire qu'ils sont toujours conscients de l'intérêt qu'est cette francophonie-là, que porte cette francophonie-là dans la communauté internationale et dans la démarche mondiale pour ces questions de développement durable. La francophonie a été une des premières forces politiques à appuyer cette demande de conférences internationales, de forums internationaux sur la crise économique. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une position politique et je pense qu'elle se maintient dans cette dynamique évolutive et pour que les pays de l'espace francophone puissent bénéficier de son aura. Merci. Merci beaucoup, Madame Touré. Alors maintenant, nous allons entendre M. Conrad Wallon, qui est président du Conseil supérieur de la langue française. M. Wallon est un ancien de Laval à 2 titres, c'est-à-dire qu'il a fait ses études à Laval et qu'il a été professeur également à l'Université Laval. Nous allons écouter M. Wallon, voir quel est son point de vue sur la francophonie. Merci. Je tiens d'abord à préciser que je suis le seul des 4 à ne pas avoir assisté au sommet de la francophonie. Je préfère peut-être ne pas y avoir assisté qu'avoir été enfermé dans une salle de presse. Je ferai donc pas tellement un bilan de ce qui s'est passé que des perspectives et de ce qu'on peut attendre d'une francophonie qui semble s'être renouvelée au moins dans le discours et surtout dans les pratiques, je crois. Je me place aussi dans la perspective où on peut se demander que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu de la francophonie. Ça, on l'oublie toujours. Et l'autre question qui est aussi importante, que se passerait-il pour nous au Québec si la francophonie n'existait pas et s'il n'y avait pas un ensemble international dans lequel on peut s'insérer, considérant le fait qu'on ne représente que 2 % de la population de l'Amérique du Nord, de l'Amérique tout court. C'est une question qu'il faut aussi se poser. Donc, je n'aurai pas tout à fait la même vision que les autres, et comme je suis président du Conseil supérieur de la langue française, vous comprendrez que la question de la langue m'intéresse également. Donc, pour commencer, je dirais que la francophonie, qui est un concept qui a longtemps été perçu par les francophones eux-mêmes, y compris moi, comme quelque chose de saugrenu, d'un peu bizarre, ça semble de moins en moins une aberration au 21e siècle. Si on regarde le phénomène de la mondialisation qui a semblé niveler à une certaine époque et encore à peu près tout ce qui se produit par la libre circulation, je dirais, des marchés, l'ouverture des marchés et la présence des technologies de l'information qui ont un peu tout nivelé, ce phénomène semble avoir entraîné une réaction que je dirais nécessaire, c'est-à-dire des regroupements
géopolitiques ou géoculturels internationaux basés autour de l'appartenance à des cultures et à des langues communes. Je ne m'étendrai pas sur ce phénomène-là, mais la francophonie n'est plus un phénomène isolé. Ça fait partie, je dirais, d'une réaction normale qu'on appelle en linguistique la distanciation, après qu'il y a eu assimilation de peu tout. À un moment donné, on n'a pas envie de tous se ressembler, on a tendance à se distinguer aussi. Et je crois qu'à l'heure actuelle, dans le monde, émergent des regroupements géopolitiques, linguistiques qui tendent à affirmer des différences à l'intérieur de quelque chose qui semble indifférencié. Et ça vaut pour la langue aussi. L'anglais qui semble être devenu la langue du monde, il n'est pas sûr que ça va le rester. Il n'y a rien qui peut prévoir ce qui se produira dans 50 ans. Il y a des pays qui sont beaucoup plus peuplés qui à eux seuls ont plus de locuteurs que ceux qui parlent l'anglais à l'heure actuelle. Il n'y a rien qui peut permettre de prétendre que l'anglais va rester cette langue-là, et il serait, je crois, dommageable de tout mettre nos œufs dans le même panier. Ceci étant dit, donc la francophonie n'est pas une organisation qui est bâtie en réaction à la présence de l'anglais. C'est une organisation qui, avec plusieurs autres dans le monde, dit qu'à travers ce mouvement de circulation simplifié par la présence d'une langue unique, l'anglais, il existe aussi, je dirais, une volonté de se démarquer de tout ça. Donc, on critique une vision de la francophonie qui vise la promotion du français, mais la promotion du français, encore une fois, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En soi, il n'y a aucun intérêt à faire la promotion d'une langue, pas plus que le Conseil supérieur de la langue française n'a à défendre la langue. Moi, si la langue ne sert pas, on ne défend pas la langue. Donc, c'est une langue au service des citoyens et une langue au service de quelque chose. Donc, la francophonie ne vise pas la promotion du français, mais a des objectifs qui peuvent être atteints par le partage ou le désir de partager une langue commune, ce qui est tout à fait différent. Donc, on critique cette vision de la francophonie-là, mais curieusement, il n'y a personne qui s'étonne du triomphalisme assez arrogant, par exemple, de Gordon Brown, le premier ministre de l'Angleterre, qui disait en janvier dernier, je vous cite ceci, « Il y a des millions de personnes autour qui se voient refuser la chance d'apprendre l'anglais, les empêchant de bénéficier de plusieurs des avantages qu'offrent l'Internet, le commerce et la culture. Et je crois que personne, qu'il soit pauvre, qu'il vive en milieu isolé, ne doit se voir refuser les avantages que la connaissance de la langue anglaise peut lui procurer. Ainsi, je veux que la Grande-Bretagne fasse un nouveau cadeau au monde. Souhaitant aider et supporter quiconque, peu importe les circonstances, veut avoir accès aux outils dont il a besoin pour apprendre ou enseigner l'anglais. » Je dirais que c'est un extrait d'un discours qui a été prononcé le 8 janvier dernier à Londres par le premier ministre de la Grande-Bretagne qui annonçait du même coup l'octroi de 225 millions pour la diffusion de l'anglais dans le monde. Il s'agit d'un seul pays qui, à lui seul, met plus pour sa cause que l'ensemble des pays qui font partie de la francophonie injectent dans la francophonie, qui elle-même n'a pas de budget. Elle a le budget qu'on lui donne. Ça ne tient pas compte non plus de tout ce qu'injectent les États-Unis dans la promotion de la langue. Donc, ce que ça fait voir d'une certaine façon, l'extrait que je vous ai prononcé, c'est que ce n'est pas par hasard, ni par ses qualités intrinsèques, que l'anglais progresse dans le monde. Ce n'est pas parce que c'est une langue meilleure qu'une autre, c'est tout simplement le fruit d'une volonté claire des institutions anglophones, des compagnies internationales et des autres, y compris des missionnaires, qui ont fait la promotion, c'est-à-dire qui ont évangélisé, par exemple, l'Afrique ou l'Amérique du Sud ou les autres. C'est une volonté nette d'utiliser l'anglais pour transmettre quelque chose avec les avantages indirects que ça comporte. Donc, les ressources humaines dont dispose cet ensemble géolinguistique-là sont sans aucune commune mesure avec ce dont dispose la francophonie et ce dont disposent aussi les autres associations géolinguistiques internationales. La Chine, entre autres, investit beaucoup plus dans la promotion du chinois à l'heure actuelle que le fait la francophonie. Donc, on ne peut reprocher à la francophonie les quelques millions qu'elle injecte dans cette cause. Et encore une fois, des millions qui ne sont pas là pour supporter la langue, mais pour supporter d'autres objectifs qui sont, je dirais, eux-mêmes supportés par la langue française. Donc, les regroupements de pays qui partagent une même langue, que ce soit le français, l'espagnol, le mandarin ou d'autres, n'ont pas de raison de s'excuser d'exister, ni de se montrer timides dans le choix de leurs moyens d'action. Bien au contraire, et à mon avis, il faut faire davantage.
Et je dirais que ce qu'est en train de faire la francophonie à l'heure actuelle, le virage qu'elle est en train de prendre, donc rationalisation des dépenses, rationalisation des efforts, on cerne davantage les objectifs, ça va, me semble-t-il, dans la bonne direction. Et M. Roy en parlera davantage que moi. C'est un expert de la francophonie bien mieux que moi. Ce que je viens de dire, si vous voulez en savoir davantage, je ne ferai pas la promotion de son ouvrage. C'est, à mon avis, le premier ouvrage, je dirais pas intelligent, mais qui nous permet de comprendre ce qu'est la francophonie. Ça a été publié il y a très peu de temps. Ça s'appelle « Quel avenir pour la langue française ?» écrit par Jean-Louis Roy. Et je dirais qu'enfin, on comprend ce que c'est que la francophonie. Et pour une fois, j'ai lu ce genre d'ouvrage sans m'endormir. C'est plutôt rare parce que c'est un peu ronron. Et là, bon, enfin, c'est clair. Mais il fera sa promotion lui-même, il est capable de le faire. Maintenant, je reviens au sujet qui m'intéresse plus, le Québec et la francophonie. Et ça, je crois, c'est peut-être plus important dans la perspective qui est la mienne. Il est essentiel que le Québec fasse partie de la francophonie. Il est surtout essentiel que la francophonie fonctionne. Donc, le Québec doit pouvoir compter sur l'appui et le soutien organisationnel de la francophonie, mais il doit aussi, en revanche, faire bénéficier la francophonie d'une expertise qui est plutôt unique dans cette espèce d'engagement à défendre le français dans un pays dans un continent où c'est très minoritaire. Il doit aussi partager, je dirais, cette espèce de pratique de vie qui tient compte de gens qui pensent autrement et qui ont d'autres cultures. Et il doit aussi, je dirais, faire bénéficier la francophonie des enseignements qu'il peut tirer de ses rapports avec la France, qui ne sont pas toujours des rapports faciles, on vient de le voir, et on l'a toujours vu, et de ses rapports avec les pays de colonisation française. Il est toujours utile de rappeler à des pays de colonisation française que nous ne sommes pas un pays de colonisation française et que nous sommes des francophones d'origine. Et ce n'est pas toujours connu. Et je dirais en même temps que la francophonie ne peut pas accomplir sa mission s'il n'y a pas partage et prise en compte des particularités des États partenaires. Ce sont des pays du Nord, ce sont des pays du Sud, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Je dirais que les écarts de richesse sont incomparables, sont dans d'autres ensembles internationaux, et il faut tenir compte de tout ça. C'est en soi un défi. Et je dirais que les Québécois, dans la perspective qui est la nôtre, de nécessité de faire partie d'un ensemble plus grand que ce qu'est le Québec seul, les Québécois et les francophones du monde entier ne peuvent donc que souhaiter l'atteinte des objectifs que s'est fixé l'Organisation internationale de la francophonie. Mme Touré en a parlé tout à l'heure, mais je reviendrai sur la question de la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. Je dirais, pour dépasser le strict intérêt linguistique, que le Québec a tout intérêt à ce que la francophonie accroisse son influence dans le monde, ne serait-ce que parce que cet ensemble-là s'articule autour de valeurs humaines qui sont affichées et qui sont communes à tous ces pays-là, malgré les écarts. Dans le même temps, et j'insisterai sur ce point, la recherche de l'accroissement de l'usage du français dans le monde doit s'articuler autour de l'idée suivante. L'objectif du français n'a de sens que si cette langue est au service de tous les francophones, que si elle leur ouvre l'accès à un monde meilleur, tant en ce qui touche les valeurs humaines qu'en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie. Tu n'apprends pas une langue étrangère si elle ne te permet pas de mieux vivre. Et les Africains insistent là-dessus, et avec raison. Tu n'apprends pas ça parce qu'elle est belle, tu l'apprends d'abord parce qu'elle te permet de mieux vivre. Et ça vaut aussi pour les immigrants qui débarquent au Québec. Bref, c'est une francophonie qui doit placer la langue française au service des citoyens. Notre vie, encore une fois, en tant que société francophone, isolée, en dépend. Quelles sont les conditions qu'on pourrait relever qui permettent la vitalité du français? Ça passe inévitablement par l'accès à l'éducation pour tous les habitants des pays membres, donc par une formation de formateurs de français qui doivent, encore une fois, permettre de diffuser la langue et d'augmenter le niveau de scolarisation des pays, particulièrement des pays d'Afrique. Ça passe aussi par l'accès à l'information en français partout dans le monde. Une information qui reflète une perception différente de celle des canaux traditionnels. Il y aurait un Fox français, ce serait une excellente chose. Il y a TV5, qui, je crois, va recevoir du financement additionnel. J'ai cru entendre ça. M. Harper a réussi à glisser ça quelque part dans un discours, si je l'ai bien compris.
Ça passe aussi par l'accès au savoir et à la science en français. Quand la science, la recherche n'est plus capable de s'exprimer dans une langue, elle vient de dire que cette langue-là vient de perdre une de ses grandes fonctions. Et c'est un problème pour le français. Un professeur à l'Université Laval est évalué d'abord par la quantité de ses publications en langue anglaise. Et c'est très clair. Ça passe aussi par son utilisation régulière de la part des représentants des pays et États membres à l'occasion de forums internationaux, à l'occasion de congrès et dans les revues scientifiques. Et ça passe par... Ça dépend également du respect de la diversité culturelle des pays membres. Ça passe par la sauvegarde des langues partenaires. Tu ne peux réussir augmenter le niveau de scolarisation dans un pays si tu ne tiens pas compte des particularités régionales et des langues partenaires. Autrement, tu échappes les étudiants et on a eu des exemples récemment de cas où, dans les Comores, entre autres, j'ai oublié le nom de l'île, où il y a un échec total de la francisation parce qu'on ne tient pas compte des langues partenaires. Ça passe également par le respect de la variation linguistique à l'intérieur même des pays francophones. Il n'y a pas de mauvais accent, y compris l'accent québécois. Enfin, et je termine là-dessus, pour les pays du Nord, et ça inclut le Québec, tout particulièrement dans le contexte actuel où plus de 45 000 immigrants par année débarquent, il faut concevoir des approches d'intégration nouvelles des nouveaux immigrants pour qu'ils puissent participer pleinement à la vie en français de notre société, dont le développement dépend en très grande partie de leur présence. Il est donc inconvenant que le partage d'une langue commune, le français, ne puisse pas t'ouvrir l'accès aux réseaux sociaux, en particulier le monde du travail. Tu accueilles des immigrants ici, tu leur apprends le français, ils se cherchent un emploi et on leur répond « ça ne suffit pas, le français, il vous faut aussi l'anglais ». Espèce de message contradictoire. Ou encore une fois, tu possèdes le français, mais on te refuse l'embauche sur des prétextes autres, dont en particulier une espèce de discrimination non avouée, mais omniprésente dans plusieurs petites sociétés. Et ça, un bon jour, il va falloir l'aborder. Donc, la langue, si on parle de francophonie, il faut que ce partage d'une langue te donne accès à tous les réseaux sociaux, dans les pays du Nord en particulier, et ne devrait pas jouer d'autres éléments, dont les diplômes différents, mais ça, il y a des tentatives de régler ça, mais aussi une espèce de discrimination omniprésente, non avouée, et qu'on tente de documenter ce temps-ci. Il demeure un fait, l'avenir de la francophonie dépend de la présence du français en Afrique, et je n'insiste pas, c'est le seul réservoir possible de recrutement des francophones, c'est l'Afrique. Mais tu ne leur feras pas apprendre le français pour le simple plaisir de nous sauver. S'ils apprennent le français, les Africains doivent en tirer des avantages et en même temps, nous, on en tire des avantages parce qu'on a besoin d'eux tout court. On a besoin de la présence d'autres personnes que la simple population québécoise de souche, ce qu'on n'a plus le droit de dire. Merci. Merci beaucoup, M. Wallon. Maintenant, c'est le tour de M. Jean-Louis Roy, que l'on a connu notamment lorsqu'il était président de l'organisme Droit et démocratie. Mais M. Roy vient d'être nommé président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, qui a été lancé officiellement, si je ne me trompe pas, lors du sommet de Québec. Donc, c'est quand même un événement qui me semble important. M. Roy est un universitaire, journaliste et diplomate, aujourd'hui impliqué dans de nombreux conseils d'administration auprès de différents organismes. Et je ne répéterai pas, M. Roy a fait un livre dernièrement dont le sujet est vraiment l'avenir de la langue française. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous réfère au petit document que je vous ai laissé et je lui cède immédiatement la parole. Je vous promets de ne pas vous parler de mon livre parce que j'ai un lecteur ici qui a une meilleure opinion de mon livre que moi-même. Alors, je suis très heureux d'entendre ça. Écoutez, j'ai un problème certain où je me range du côté de mon voisin de gauche ou du côté de mon voisin de droite, mais ils ont tenu sur peut-être un des éléments majeurs de ce genre de réunion, c'est-à-dire la communication des propos assez contradictoires. Pendant le sommet, moi, j'étais dans la salle de presse. J'étais revenu à mon ancien métier de journaliste. Je faisais le commentaire pour RDI à plein temps. Et il est absolument certain que entre l'organisation du sommet et les
1000 journalistes qu'il y avait dans la presse, il n'y avait aucun contact et qu'il n'y a pas eu un seul point de presse, alors que dans les sommets précédents, il y avait chaque soir un point de presse qui indiquait aux journalistes qui étaient là ce qui s'était passé dans la journée, ce qui venait. On m'a dit que, vrai ou faux à vérifier, que le gouvernement de M. Harper ne souhaitait pas qu'il y ait des points de presse au sommet de Québec. En tout cas, il est certain que le sommet a pris une chance en n'informant pas d'une façon continue les 1000 journalistes qui étaient des courroies de transmission de ce qui se passait, de ce qui allait venir, etc. Ça étant dit, donc, je suis d'accord avec lui. Mais je ne me range pas contre vous, Mme Touré, parce que ça étant dit, et malgré ça, ce sommet a eu une sacrée bonne couverture. Ce sommet a eu une couverture assez exceptionnelle. Si vous faites un petit peu, comme vous l'avez dit vous-même, si vous avez vu les relevés de presse, c'est assez impressionnant. Et je dirais, pour une fois, la presse française s'est intéressée d'une façon positive au sommet et d'une façon très vaste. Je suis assez surpris de voir, parce qu'on n'était pas habitué à ça, comment la presse française a attaché de l'importance au sommet de Québec. Je voudrais vous parler de 5 propositions. Si on n'est pas d'accord sur ces propositions, eh bien, on n'est pas d'accord sur tout le reste. La première, c'est que la francophonie est un mouvement normal. Il y a 163 pays dans le monde qui appartiennent à des communautés semblables. Communauté ibéro-américaine, communauté lusophone, communauté arabophone, Commonwealth, francophonie, etc. Première proposition. Je reviendrai à la question des pays non francophones, entre guillemets, qui sont dans la francophonie, entre guillemets, parce que c'est très intéressant. Deuxième proposition, quelle est la définition de la francophonie aujourd'hui? Le secrétaire général des Nations Unies, qui était au sommet, vous l'aurez remarqué, a fait la meilleure définition que je n'ai pas entendue de la francophonie, parce qu'elle était claire, parce qu'elle était simple, parce qu'elle était essentielle. M. Bunkiman a dit « La francophonie n'est pas seulement un espace linguistique et culturel, elle est aussi un espace politique. » Voilà. Si on n'est pas d'accord avec ça, on a un problème avec le sommet. Troisième proposition, qu'est-ce que doit faire la francophonie? Est-ce qu'elle est responsable de l'alimentation, de l'éducation dans chaque pays francophone, de la température, des universités, etc.? La francophonie existe pour une seule chose, faire ensemble ce que chacun de nous ne pourrait pas faire seul. Ne pourrait pas faire seul et avec la même intensité, avec la même chance de réussir. Ça étant dit, elle ne peut pas être indifférente à certaines situations de retard dans l'éducation de base, etc. Mais elle n'a pas vocation, elle n'a pas les moyens, elle ne les aura jamais de se substituer aux gouvernements nationaux. Faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. TV5. Aucun pays francophone, y compris la France, ne pouvait faire TV5. Ensemble, on a fait une télévision en langue française dont le signal est capté aujourd'hui dans 202 pays. Aucun pays francophone ne pouvait faire seul ce que fait l'Institut de l'énergie et de l'environnement. Préparer Rio en 92, être présent d'une façon concertée au sommet de Rio pour l'ensemble des pays francophones, suivre après le sommet d'une façon exceptionnelle la préparation des conventions, les contenus pour s'assurer qu'on allait parler de la désertification, voir à ce que les pays signent et ratifient les pays francophones et aillent chercher des budgets, ce qu'a fait l'Institut de l'énergie pour implanter au niveau national un certain nombre de programmes en matière environnementale. C'est normal, la francophonie, les pays du monde, tous sont dans ce genre de mouvement. 2, elle est un espace linguistique et culturel, elle est aussi politique. 3, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, je ne me répéterai pas, je viens de le dire. 4e, le sommet de Québec, et c'est très important, a confirmé d'une façon très claire les 4 seuls domaines dans lesquels travaille la francophonie. On a assez dit qu'elle était éparpillée, qu'elle était éjarrée, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. La francophonie travaille en matière de liberté humaine, démocratie, droits humains, langue et diversité culturelle, éducation et toute la question environnementale. Voilà les 4 domaines. Ça a été confirmé par le sommet de Québec. Et là, je vais me distancer un peu de mon ami de droite-gauche. Si je me tournais, ce serait l'inverse. Ils ont parlé de la crise économique mondiale. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait dit s'ils n'en avaient pas parlé?
Comment vous pouvez réunir 68 pays alors que l'économie du monde est en train de s'écrouler et dire après, comme tu as dit, dire après, ils ont parlé d'économie mondiale. On est exactement dans le même cas de figure en 1989-90. Sommet à Dakar, l'Union soviétique est en train d'imploser, tout le monde parlait de démocratie dans le monde. Les chefs d'État francophones qui n'en avaient pas envie, parce que là, il y avait une majorité de dictateurs autour de la table. C'est la vérité. C'était comme ça en 89, 90. Ils ont été obligés de parler de démocratie. Et des gens après ont dit, mais qu'est-ce que la francophonie fait en matière de démocratie et de droits? S'ils n'en venaient pas parler, on aurait dit, mais c'est débile. Ils sont les seuls au monde à ne pas se rendre compte qu'il y a un mouvement démocratique global qui est en train de changer les communautés humaines. Ils sont à Québec au moment où l'économie mondiale subit une crise majeure. Ce serait extraordinaire s'ils avaient dit ça. Comme ce n'est pas dans la définition du petit Larousse de ce que c'est la francophonie, nous n'en parlons pas. Crouler tout le monde, ce n'est pas notre problème. C'est vraisemblable. Moi, je ne vais pas leur reprocher d'en avoir parlé. Au contraire, j'espère ce sommet qui a décidé, notamment, il faut lire les textes, de la tenue d'une deuxième conférence des ministres des Finances des pays francophones, va jouer un rôle, la francophonie, on va reparler de la diplomatie, va jouer un rôle comme elle l'a fait à Rio au moment du sommet sur l'environnement, comme elle l'a fait à Vienne au moment de la conférence sur les droits de l'homme, comme elle l'a fait à Beijing au moment de la conférence sur le droit des femmes, comme elle l'a fait au Caire au moment de la conférence mondiale sur la démographie, comme elle l'a fait à Copenhague au moment du développement de la conférence sur le développement social, qu'en matière d'économie, de réforme, pour parler comme M. Sarkozy, du capitalisme, enfin du système économique, disons, que la francophonie va dire quelque chose. C'est qu'un pays sur trois dans le monde, avec un équilibre extrêmement précaire en francophonie entre États développés et pays sous-développés, pour lesquels, je parle sous l'autorité de Mme Touré, un grand nombre de ces pays n'ont pas beaucoup d'autres tribunes que celle de la francophonie, qui feront entendre leur voix et qu'on comprendra leur point de vue au niveau de la conférence mondiale auquel le sommet a donné son accord, aussi en matière de ce que signifie pour eux la crise financière et économique actuelle. Je voudrais quatrièmement parler de la langue française. Moi, je ne me scandalise pas que les Québécois, dont je suis, né au Lac-Saint-Jean, j'ai été élevé à Saint-Georges-de-Beauce, plus québécois que ça, tu meurs, qu'on pousse sur la langue française. Mais attention, il faut faire très, très, très attention. Dans la communauté francophone, il y a 4 membres qui ont le français comme langue maternelle. La France, le Québec, la communauté française de Belgique et les Suisses. Les 64 autres, la langue française est une langue importée, une langue étrangère, une langue seconde. Appelez-la comme vous voulez, ça dépend des cas de figure. Leur première langue, ce n'est pas le français, c'est l'arabe, c'est l'anglais. Ce sont les langues nationales africaines, un peu partout. Et ils sont avec nous, applaudissons, soyons un peu stratèges. Et dans ce contexte-là, mon jugement, c'est que le sommet de Québec est allé le plus loin qu'on peut aller dans cette communauté en matière de langue. Plus loin que ça, on risque de casser le fil. On risque de casser le fil. Dans beaucoup de pays qui étaient autour de la table, les gens ne parlent pas français au-delà de 10%, au-delà de 15%. Qu'ils soient avec nous, qu'ils acceptent quand même de faire un effort de maintenir le français comme langue d'enseignement, de faire un effort pour soutenir la pluralité linguistique et qu'ils fassent un effort national pour le français, c'est le maximum qu'on peut leur demander. Quid maintenant des pays dont vous avez parlé, non francophones, entre guillemets, qui sont dans la francophonie, entre guillemets? Moi, j'applaudis à tour de bras. Et faites-en venir d'autres si vous pouvez. Parce que c'est la seule chance pour nous de faire les 2 choses qu'on a à faire, c'est-à-dire accroître le nombre, pas très nombreux dans le monde, de locuteurs de la langue française. S'il y en a 100 000 de plus, 1,5 million de plus, grâce à la venue de ces gens, si le français est enseigné dans des pays où il ne l'était pas, si dans les universités, on travaille un peu plus en français qu'on le ferait autrement parce qu'ils sont venus avec nous, ce qui s'est passé très largement en Europe centrale et en Europe de l'Est, c'est un progrès considérable. Le noyau francophone dur est extrêmement restreint. 75 millions peut-être de personnes.
75 millions. Tout ce qui vient enrichir ce noyau est important. Pourquoi sont-ils avec nous? Ils sont avec nous. Dans mon livre, dont je ne parlerai pas, je vais aller les interroger. J'ai arrêté de parler en général, je suis allé les voir en Bulgarie, en Roumanie, et je leur ai demandé ce que vous faites dans la francophonie. Je trouvais ça un peu drôle parce que j'étais secrétaire général quand ils sont arrivés. Ils sont avec nous au moment où ils sont entrés, un certain nombre de liens avec la France, la Roumanie, la Pologne, etc. Un premier élément de leur réponse. Un deuxième élément de leur réponse, lorsque l'Union soviétique s'est écroulée, nous n'appartenions à rien. Nous étions dans le vide géopolitique. On était allé frapper à toutes sortes de portes et vous nous avez acceptés. Mais votre tort, ajoutait-il, c'est que vous ne nous avez pas beaucoup imposé de règles sur l'apprentissage du français. D'où l'idée brillante d'Abdou Diouf de commencer à reprendre le terrain perdu, sa notion de pacte linguistique, qui, à mon avis, est très intéressante. J'aurais souhaité, comme vous, que ce soit un peu plus fort comme texte, pas simplement ceux qui le veulent, mais tous ceux qui sont avec nous, et que ceux qui entrent, qui vont venir, qu'il y ait un pacte linguistique obligatoire. J'espère qu'on y arrivera éventuellement. L'autre raison qu'ils invoquaient, c'était la diplomatie francophone. Ils avaient vu à New York aux Nations Unies, ils avaient vu à Genève auprès des Nations Unies, à Genève auprès de l'OMC, l'agriculture, je voudrais vous en dire un mot. Les pays africains ont bloqué la négociation de l'OMC à Cancun autour des questions agricoles. Et vous savez qu'à l'OMC, il y a une réunion des ambassadeurs francophones, comme à New York, comme à Genève, comme à Bruxelles auprès de l'Union européenne, comme à Addis auprès de l'Union africaine. Qu'est-ce que font les ambassadeurs qui se réunissent des fois jusqu'à 2 ou 3 fois par mois francophones? Ils regardent les agendas. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans ça? Est-ce que le français est respecté dans les réunions qui viennent? Est-ce qu'il y a des candidatures? C'est important d'être dans les postes pour les uns et les autres. Eh bien, ils sont venus parce qu'ils aimaient ces concertations, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait quelque chose, une valeur ajoutée à participer à ces concertations. Je ne sais pas si la diplomatie francophone est exemplaire, sans doute pas. On peut l'améliorer, mais je sais que tout le monde est en train de la copier. Les hispanophones sont en train d'ouvrir des bureaux partout où on en avait, les francophones, avec 10 ans de retard sur nous, 15 ans. Les lusophones font la même chose, avec les mêmes types d'objectifs. Influencer les ordres du jour, s'assurer que leur langue est respectée, voir à ce que les nominations soient équitables. En d'autres mots, voir à ce que les francophones occupent des postes. Et si on ne se bat pas pour ça, trompons-nous pas, les autres se battent pour ça, eux. Dernière proposition, avant de céder la parole... De redonner la parole à la salle, c'est le Québec. Le Québec et la francophonie. D'abord, je voudrais dire que le sommet de Québec qu'on vient de vivre marque une chose absolument extraordinaire dans un régime fédéral comme le nôtre. La notion de fédéralisme asymétrique est totalement incarnée dans cette présence depuis 40 ans, depuis 1969-70, du Québec, qui, sommet après sommet, au niveau des chefs de gouvernement et de chefs d'État, occupe une place équivalente à celle de n'importe qui d'autre qui est à cette table-là. Au début, on disait, le premier ministre du Québec n'a pas le droit de parler d'économie. M. Charest n'a fait que ça. Il a même proposé que l'économie soit à l'ordre du jour. Les verrous qu'on avait mis en 85 pour quand même limiter le droit de parole du Québec, ça n'existe plus. Oublions ça complètement. Ça va permettre au Québec, et dans notre évaluation du sommet comme Québécois, on doit avoir ça à l'esprit. Nous ne serions pas à la table de la conférence des ministres des Finances qui va préparer avec d'autres le sommet mondial sur l'économie. Nous ne serions pas dans les instances multilatérales francophones qui vont préparer, Madame, sous votre autorité, le suivi de Rio, le suivi de Bali, de Kyoto et de Bali. Nous ne serions pas, pour moi c'est extrêmement important aussi, dans les concertations que le sommet de Québec a prévues en matière de formation à distance. Ils ont prévu l'extension d'ailleurs des programmes de formation à distance pour le français. Et je pourrais continuer pendant longtemps. Notre intérêt stratégique, le jugement qu'on porte sur le sommet de Québec, pas vous, j'étais à votre place, je ne serais pas loin de ce que vous dites, mais nous,
faut faire très très attention de ne pas tirer la vache qu'on veut traire en fin de journée, en quelque sorte. C'est extrêmement important, ça ouvre les voies immensément vastes au Québec, auxquelles autrement il n'aurait pas accès. Je suis très désolé qu'on soit un peu tassé dans le temps, parce que il y a 2 ou 3 autres choses qui me semblaient importantes de mentionner, notamment concernant la démocratie et les droits humains. Comme vous me donnez encore 30 secondes, concernant les droits humains, je viens de lire le rapport du Conseil des droits sur la France, et ils vont en faire un sur le Canada en février. Méfions-nous de ceux qui pensent qu'on a le monopole des droits humains, et que ce n'est qu'en Afrique noire et au Maghreb qu'il y a des merdes en matière de droits humains. La question des droits humains, elle est à repenser et à reposer en permanence pour tous nos pays. Il y a des cas plus graves, il y a des cas plus sévères, bien évidemment. Et moi, je me réjouis que le Sommet de Québec, en matière de droits humains, ait demandé expressément au secrétaire général d'appliquer avec plus de force la déclaration de Bamako de protection des droits. Et je me réjouis que pour la première fois, un sommet de la francophonie, ça va vous intéresser, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur la Mauritanie, entre parenthèses, mais pour la première fois, un sommet francophone a mis dans ses textes l'appui à la liberté de la presse et a demandé au secrétaire général d'aller encore plus loin dans la protection des journalistes dans l'espace francophone. On manque de temps. Je vous redonne la parole, malheureusement, parce que j'aurais 2 ou 3 choses que je voudrais dire. Je les dirai, peu importe vos questions, je vais répondre à partir de mes notes. Merci. Merci beaucoup, M. Roy. Je suis bien conscient que 15 minutes, c'est rapide, mais les choses étant ce qu'elles sont, si on veut entendre les opinions de tout le monde. Alors, j'inviterai maintenant les gens de la salle à se rendre au micro, à se présenter, à dire à qui ils s'adressent et d'éviter peut-être les grands, comment on dit ça, les mises en contexte, et simplement d'aller au but directement, une question simple et précise. Bonjour, Martine Gaudreau, directrice des relations gouvernementales de l'Université Laval. Tout d'abord, félicitations pour vos interventions. On aurait dû être 10 fois plus nombreux ici ce midi pour vous écouter. C'était vraiment intéressant. Madame, on nous a dit qu'il y avait 1,5 million de personnes qui nous regarderaient à la télévision. Donc, on est... C'est une belle consolation. Alors, ma question est très systémique ou pratique. Lorsqu'on parle de la francophonie, le lien sur la langue, sur la diffusion de la culture semble évident. Et là où la mécanique apparaît moins évidente, c'est lorsqu'on parle d'environnement, de changement climatique ou de développement durable. Alors, j'aimerais que soit Mme Touré ou d'autres intervenants qui se sentent à l'aise nous expliquent comment des dimensions qui sont un peu moins évidentes pour la francophonie, quels sont les mécanismes qui viennent les mettre en œuvre. Merci. Je pense que cette question elle est très intéressante. Elle nous ramène à ce que nous a dit tantôt le professeur Ouellon, en disant que j'apprends une langue ou bien je suis dans une communauté linguistique si ça doit m'apporter quelque chose. Et dans le cadre de l'environnement ou du développement durable, ça a été une question qui a été prise en charge depuis le sommet de Ouagadougou de façon systématique, mais déjà en 1987, quand cet institut a été créé, on sortait du choc pétrolier. Il y avait cette situation qui était là, un choc énergétique, et les pays, justement, qui composaient cette francophonie étaient des pays qui en souffraient. Et je rejoins M. Jean-Louis Roy qui dit qu'on ne peut pas se réunir dans une enceinte entre nous et qu'on parle d'une situation que vit le monde entier et ne pas se prononcer là-dessus. Et je pense qu'à l'époque, c'était le Premier ministre Bourassa qui était là et qui a eu à porter l'idée avec tous les politiques francophones de l'époque pour qu'on puisse mettre en place un institut de l'énergie et de l'environnement. Au fur et à mesure qu'on évoluait, il y a eu justement ce processus de Rio
qui est aussi un processus mondial qui était en train de se passer et il y avait besoin que la francophonie se réunisse et prenne position aussi là-dessus. Et c'est ainsi qu'il y a eu une réunion des ministres francophones de l'environnement où on a opté pour la nécessité de travailler, au renforcement de capacité des acteurs des pays en développement qui se trouvent dans cet espace francophone pour leur permettre de pouvoir assumer ou de pouvoir prendre en charge ces questions énergétiques et environnementales dans les différentes politiques requises pour pouvoir travailler sur ces questions. Donc aujourd'hui, c'est la solidarité francophone qui intervient dans ce domaine. Il y a le renforcement de capacité, il y a la formation et nous avons dans l'espace francophone une certaine expertise qui a besoin d'être valorisée et qui a besoin d'être mise à profit dans le cadre de la solidarité qui devrait exister dans cet espace francophone pour permettre à ces pays en développement de pouvoir justement prendre connaissance, meilleure connaissance de ces questions énergétiques et environnementales, de pouvoir les étudier, les enseigner et les appliquer dans leur espace respectif. C'est ce qui explique que ces questions d'environnement ne sont pas des questions qu'on traite de façon à part, mais c'est des questions qui aujourd'hui sont dans le développement normal. La francophonie se veut une force politique. Et en se voulant une force politique, nous avons des pays en développement qui ont des préoccupations qui sont là sur la table, que ce soit de l'environnement, l'énergie, le développement durable. Il y a besoin que dans cette francophonie-là, cette solidarité puisse être là et qu'elle puisse apporter quelque chose à ces pays en développement. C'est vrai que, qu'on soit du nord ou du sud, les questions environnementales vont se présenter de façon différente, mais dans l'approche des questions, nous avons cette expertise qui est là et qui est utilisée, qu'elle soit du nord ou du sud. Donc c'est un peu la réponse que moi je voulais donner. Peut-être que... Oui. Moi, je dis vite. Si nous ne le faisons pas en français, la concertation sur les questions environnementales, elle va se faire quand même, mais elle va se faire en anglais. Et lorsque je préparais mon livre, Mme Touré était responsable au Sénégal de ces questions-là, et comme je vous cite dans le livre, on peut parler de ça ici, vous m'avez dit, ce qu'on recevait des organisations internationales, Banque mondiale et d'autres, n'avait rien à voir, et ça permet d'élargir le débat sur la langue française. On a deux objectifs. Que le nombre de locuteurs augmente dans le monde, c'est clair ça, qu'il y ait plus de gens qui parlent français, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Deuxièmement, que la langue française soit utilisée, et grâce à la francophonie, elle l'est en matière d'énergie et d'environnement, dans des domaines où elle ne le saurait pas autrement. Qu'il y ait des manuels qui soient faits, qu'il y ait des ouvrages de référence qui soient faits, qu'il y ait des sites Internet qui soient faits, qu'il y ait des concertations qui soient faites, des lexiques qui soient faits. Les deux objectifs, plus de locuteurs et ne pas perdre de vue qu'on ne parle pas français pour parler français, qu'on parle français pour que ça soit quelque part utile. Ma première question s'adresse à M. Jean Leroy. Je veux savoir quel est le poids de la diplomatie francophone aux Nations Unies, premièrement. Et deuxièmement, j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi la crise financière était une priorité des dernières minutes pour le sommet qui vient de se terminer. Pour moi, la situation est toute simple. D'abord, il ne s'agit pas véritablement d'une crise économique, c'est une crise financière. Et je pense qu'elle ne touche pas la majorité des pays qui étaient là, la majorité des pays qui ont participé à ce sommet. Et la dernière raison pour laquelle je pense que cette crise n'était pas une priorité, c'est que la crise alimentaire qui a commencé il n'y a pas longtemps n'est pas encore terminée. Et moi, j'ose croire que si nous sommes dans une instance où les pays sont souverains et ils discutent de leurs préoccupations et de leurs priorités, il s'agissait d'abord de voir comment prévenir, comment d'abord terminer cette crise alimentaire et comment prévenir les crises alimentaires à venir. Et enfin, nous avons remarqué qu'à la suite du sommet, il a été décidé à Washington qu'il y aura une autre rencontre du G8 élargie pour discuter de la crise financière. C'est la preuve que ce n'est pas un problème mondial. Sinon, ce ne sera pas un sommet de G8 élargi, mais ce sera un sommet de tous les pays des Nations Unies pour discuter de la question. Merci. Et dernièrement, j'aimerais savoir, est-ce qu'en ce moment, le mandarin n'est pas une menace pour la francophonie dans les pays africains? Donc cette question est adressée à
Cette dernière question est adressée à tous les conférenciers. Merci. Alors, je vais essayer d'être brève. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Ma question s'adresse à M. Ouellon et à M. Roy. En matière d'environnement et de développement énergétique, on sait qu'il y a, ou je sais moi, qu'il y a des gestes concrets qui se font et qui portent des fruits immédiats. Mais par exemple, dans un domaine qui m'intéresse particulièrement, qui est la publication scientifique, est-ce qu'il y a des gestes concrets qui se posent pour qu'il y ait un espace valorisant pour les scientifiques où on peut publier autre qu'en anglais et qu'on ait un CV respectable et prestigieux? Ça, c'est une question. L'autre question, je suis très curieuse d'entendre M. Roy parler de la démocratie dans la francophonie. Merci. La francophonie s'intéresse sur l'énergie, le pétrole. Or, c'est un dossier complexe. Je voulais connaître la réponse de la francophonie à la question de savoir dans quelle mesure la francophonie peut servir de base, où la francophonie peut permettre de se servir justement, d'amener les États à soumettre les questions pétrolières et minières au droit international. Merci. Écoutez, la question de Jérôme sur la crise, pourquoi c'était à l'ordre du jour, l'économie mondiale, je pense qu'on a déjà répondu à ça. Si les chefs d'État réunis à Québec n'avaient rien dit sur la crise économique, on aurait dit vraiment ces gens-là sont descendus d'une autre planète. Et les pays du Sud, contrairement à ce qu'ils se disent, sont affectés par la crise économique financière internationale aussi. Évidemment, quand l'Afrique a 3% du commerce mondial, si le commerce mondial baisse, ça ne va pas l'affecter demain matin. Les banques africaines ont peu de placements à l'international, sauf l'Afrique du Sud et le Maroc. Donc, ça ne va pas les affecter tout à fait. Mais si le crédit se tarit au niveau mondial, comme l'a dit le Premier ministre de France, pour reprendre son expression, et que la Banque africaine ne peut plus renouveler son capital, ou en partie en tout cas, etc., les effets sur l'Afrique vont être considérables. Sur la crise agricole, moi je me réjouis beaucoup que le sommet en ait parlé. Relisez la déclaration du sommet, l'article 52, 53, 54, où les gens disent « Ne perdons pas de vue qu'il y a une crise agricole, une crise alimentaire, pardon. » Et voilà pourquoi nous demandons à nouveau à la francophonie, à l'OMC, de regrouper, que les pays francophones se regroupent, parce que c'est une affaire de commerce. C'est le fait que les États-Unis et l'Europe subventionnent à la hauteur de milliards leur agriculture qui fait que les pays africains ont vu leur agriculture, leur secteur agricole dévasté complètement. Ils ne sont pas restés en dehors de ça. Je ne veux pas les défendre. Hein. À la question de la place de la diplomatie, écoutez, la diplomatie francophone, à côté de la diplomatie anglophone, de la diplomatie lusophone, arabophone, etc., elle réussit, elle échoue. Les francophones ne réussissent pas tout ce qu'ils entreprennent. Il y a des fois où ça marche. Il y a des fois où on mène une bonne bataille et on la gagne. On l'a gagné quand Jean Ping a été élu président de l'Union africaine récemment. On l'a gagné lorsque on nous a demandé de soutenir Kofi Annan à l'époque. C'était pas évident pour succéder à Boutros Boutros-Ghali, 2 Africains de suite. On l'a gagné. On l'a gagné quand on est arrivé à Rio et que la question de la désertification n'était pas à l'ordre du jour et que toute l'Afrique voulait que ce soit à l'ordre du jour. On l'a gagné là. Sur les publications en langue scientifique, en langue française, madame, 2 choses. Je vous demanderai d'aller voir sur le site de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Il y a beaucoup de publications numériques dans à peu près tous les grands domaines d'activité. Et je voudrais vous signaler que le Sommet de Québec a apporté son appui et financier à la constitution à partir du noyau dur de la Bibliothèque nationale du Québec, de France, de Belgique, de Suisse, du Maroc, du Sénégal, et j'en oublie, de la constitution d'une bibliothèque mondiale, numérique mondiale en langue française, qui est une affaire indispensable pour les prochaines années. On n'a pas le temps de parler intelligemment de la démocratie en 2 phrases. Elle n'était pas à l'ordre du jour de la francophonie en 90. C'était un mot banni. Aujourd'hui, on ne peut pas réunir la francophonie sans en parler. Changer les cultures, installer le multipartisme,
Organiser des systèmes électoraux libres, c'est très difficile, mais ça se fait dans beaucoup de pays qui étaient au sommet de Québec. Le Mali est une démocratie, ne l'était pas. Le Bénin est une démocratie, ne l'était pas. Il y a eu transition suite à une élection dans votre pays, madame, au Sénégal, et je pourrais continuer. Il y a aussi des pays où ça ne s'est pas encore fait, fort malheureusement. Mais aujourd'hui, les patrons des ONG de droits de l'homme ne sont pas en prison dans l'espace francophone, et ils l'étaient. Il y avait une presse qui était exclusivement de presse d'État. Ce n'est plus vrai nulle part. Et il y a des partis d'opposition, et certains réussissent à prendre le pouvoir. Ce n'est pas réglé, la démocratie. Ça va être long, extrêmement long. Mais ceux qui pensent que la francophonie a contribué à rien se trompent. Ceux qui pensent qu'elle a tout fait ce qu'elle pouvait faire se trompent aussi. Elle l'a fait avec d'autres, elle n'a pas réussi partout. Elle a soutenu massivement l'élection d'un président démocratique en Mauritanie. J'y étais. Je ne travaillais pas pour elle, mais j'étais là au moment où j'ai vu arriver les francophones, massivement pour aider le processus. Un an après, un demi après, les militaires ont pris le pouvoir. Et là, elle a condamné la Mauritanie. Elle lui a dit, vous ne venez pas au sommet de Québec, on arrête la coopération. Compliqué. Mais elle a contribué, je suis convaincu de ça. Le niveau, là, on peut faire beaucoup de phrases. Elle a contribué à l'émergence d'une culture démocratique dans une région du monde où c'était très fragile, sinon inexistant, à part un ou deux pays. Je voudrais simplement ajouter que pour la crise alimentaire, il y a eu dans la déclaration de Québec un engagement de la part des francophones. La même chose pour revenir un peu sur la question de monsieur concernant les extractions minières et pétrolières. Il y a eu aussi des engagements qui se sont faits. Et ce qui est en train d'être fait au niveau de la francophonie sur les questions d'environnement, d'énergie, de développement durable, s'inscrivent justement dans cette stratégie nationale de développement durable. Et qui dit stratégie nationale de développement durable parle justement de l'intégration de ces questions-là. Qu'on sache, qu'on puisse justement assurer une certaine croissance économique à partir de la production rationnelle, écologiquement rationnelle des ressources de l'environnement dont on dispose pour pouvoir justement rendre réelle une certaine qualité de vie ou améliorer une certaine qualité de vie des populations. D'où l'intérêt d'avoir justement cette approche dynamique de ces questions quand on parle de francophonie. On a certainement la langue qui est aujourd'hui non seulement un outil pour nous, mais un moteur de développement pour les pays qui se trouvent dans cette situation. Parce que M. Roy l'a dit, dans la grande majorité de ces pays, c'est la langue française qui est aujourd'hui le moyen de connecter pour ces pays-là. Que ce soit sur le plan de l'environnement, que ce soit sur le plan du développement durable, la culture, la démocratie, les droits de l'homme. Donc, si on n'arrive pas à communiquer, ce serait très difficile. Et tout ce qui est intéressant pour le sommet de Québec, nous avons des orientations accompagnées de programmes d'actions concrets qui sont là et qui pourraient, si les moyens, parce que le problème est que les moyens, ce n'est pas simplement à la francophonie de le donner, parce que la francophonie travaille en synergie aussi avec le système des Nations Unies sur ces questions. Nous avons le programme des Nations Unies pour l'environnement, nous avons le Fonds pour l'environnement mondial, avec lequel nous sommes en partenariat sur ces questions-là, pour pouvoir, parce qu'on sait que ce n'est pas une question purement de francophones, mais c'est une question mondiale dans laquelle les francophones ont leur mot à dire, dans laquelle les francophones ont leur part, leur partition à jouer. Et c'est dans cette dynamique qu'on se trouve au niveau de la francophonie. La question de l'environnement et de l'énergie a été traitée depuis presque 20 ans dans cette francophonie sans pour autant qu'elle soit mise en exergue. Elle a été mise en exergue au sommet de Québec. Je pense que c'est une bonne chose comme cela a été constaté. Et ces petits pas que la francophonie est en train de faire dans ce système international, si je peux m'exprimer ainsi, a du poids pour les bénéficiaires pour lesquels ces différents programmes sont élaborés. Merci. Merci beaucoup, Mme Touré. Je vais me laisser la parole à M. Wallon et ensuite à M. Boivin, puisqu'il va falloir terminer après ces deux interventions. Je vais répondre rapidement à la question qui m'a été posée. La francophonie peut-elle faire quelque chose dans le cas des publications scientifiques? Bon, je comprends le geste qui a été posé pour la mise en réseau des bibliothèques, la numérisation. Je crois que c'est une excellente chose. Mais il demeure
un problème. La francophonie du Nord elle-même n'a pas réglé la difficulté. Il y aura à Genève le 26 février prochain une réunion des organismes linguistiques et de tous les pays du Nord pour tenter de voir ce qui se passe là-dedans et de voir les solutions. La France recevra ou rendra public en décembre ou janvier une vaste enquête faite auprès de 3000 scientifiques français sur l'usage du français dans la science et dans les congrès, dont les résultats s'annoncent pas très intéressants. Ça correspond à ce qu'on voit au Québec. Ce sont les publications en anglais qui sont valorisées dans l'évaluation des dossiers universitaires, tout le monde le sait. Et il y a là un danger qui est sur l'utilité même de la langue pour les choses sérieuses. Ça pose des questions. Donc, je ne vais pas plus loin pour l'instant, mais il y a au moins une préoccupation qui était très québécoise il y a 6 ou 7 ans. Et maintenant, la francophonie du Nord en particulier commence à s'y intéresser. Je vous rappelle pas, il y a 7 ou 8 ans, un congrès de phonétique en Europe à Aix-en-Provence, il y avait 80% des communications en anglais et ça se tenait à Aix-en-Provence. Bon, c'était pas grave à l'époque, maintenant ça le devient. Juste rapidement, je saisis la balle au bon de la question du président de la Ligue pour simplement signifier que je ne crois pas que c'est le fait que la crise économique ait été abordée au sommet qui est un problème, mais le fait qu'elle ait occulté beaucoup d'autres enjeux primordiaux pour des pays membres. Vous avez dit vous-même, en parlant d'économie, M. Charest n'a fait que ça. Et si, en bon journaliste, je cite des gens, M. Bouchard, dans une lettre ouverte avant le sommet, disait « Personne ne peut se faire d'illusions sur l'impact réel des interventions d'un tel forum, en parlant de la francophonie, sur le rétablissement des marchés financiers internationaux. » Donc, je voulais simplement préciser que je n'avais pas dit qu'il ne fallait pas que ça soit discuté, mais que ça a peut-être pris trop de place. Et rapidement, ce que je crois comprendre de la conférence d'aujourd'hui, je comprends que la francophonie travaille sur 2 fronts. Dans le premier étant de développer et d'augmenter le nombre de locuteurs français, mais aussi d'un autre côté, avec une agence comme la vôtre, un institut sur l'énergie, à trouver une espèce de justification pour attirer des nouveaux francophones ou des nouveaux parlants français, pour les amener à apprendre la langue parce qu'il y a des organismes qui l'utilisent. Et des outils, pour une organisation qui a des moyens limités, je dirais simplement que c'est tout un contrat.